Bien, merci d'avoir accepté cette audition avec Daniel Obono et moi-même, Hugo Bernalicis, membre de la commission des lois de cette assemblée et membre du groupe de la France Insoumise, puisque nous souhaitons conduire une réflexion assez large sur la question de la justice en France et notamment son volet pénitentiaire ou carcéral, voyant un peu la logique qui semble immuable année après année de construction de nouvelles places de prison, d'effets cliqués en droit pénal, d'augmentation des peines, d'extension du périmètre de ce qui est pénalement répréhensible, et de sorte à ce qu'on a toujours une surpopulation carcérale qui paraît structurelle, inévitable. On avait fait des amendements par exemple pour supprimer le moratoire sur l'encellulement individuel, et quand on regarde un peu de quand date le moratoire, ça va bientôt faire 75 ans, je crois, je calculais, que ce moratoire est en vigueur. On se dit ça fait 75 ans qu'on échoue à atteindre cet objectif. On s'est à se demander si vraiment on souhaite l'atteindre. Et donc on essaie de croiser les regards de plusieurs spécialistes, syndicalistes, chercheurs, tous les gens qui ont une parole à apporter, un éclairage intellectuel à apporter à cette question. Et c'est ce qui a motivé l'invitation à cette audition. Je ne vais pas être plus long, l'idée c'est d'avoir une discussion assez libre sur la question carcérale et sur la question de la justice plus largement, parce que ça c'est la fin du parcours, on va dire, la quasi-fin du parcours. Je ne sais pas si toi Daniel tu veux dire un petit mot en plus. Oui, non, mais rapidement, parce que c'est une réflexion donc, qui s'organise à l'occasion du débat parlementaire sur le projet de loi de programmation judiciaire, mais qui s'inscrit aussi dans notre réflexion en termes de propositions, puisqu'on prévoit d'ici un an aussi de travailler à des propositions de loi un peu cadres sur des grands sujets qu'on prépare, y compris dans la perspective d'être majoritaire à un moment donné, d'être en capacité, en responsabilité pour mettre en œuvre les politiques. Donc il y a aussi cette dimension un peu de proposition. Et donc il y a cet objectif-là grand angle, et aussi tout le travail qu'on fait de manière transversale. Donc là on a eu le grand projet de loi cadre, mais donc de manière générale on essaie toujours de ramener un certain nombre de questions sur les questions de la justice, des prisons, etc. Dans les débats. Par exemple, je pense qu'on aura peut-être l'occasion, je ne sais pas s'il nous en reste, sur le débat sur la révision constitutionnelle, par exemple, où on ramène aussi à ces problématiques. Et pour finir, sur le travail un peu concret qu'on a entamé, qu'on devrait terminer là, qui ne sera pas fini pour 2018, mais début 2019, c'est un rapport sur la question des prisons, puisqu'on est l'ensemble des membres du groupe de la France Insoumise à effectuer des visites parlementaires dans des prisons, des maisons d'arrêt, des centres de rétention aussi. La prison, il y a privation de liberté, restriction de liberté. Et donc, à partir de ces visites et puis de ce travail en commission des lois, mais aussi du travail produit par les équipes thématiques du mouvement qui avaient produit les livrets justice et le volet pénitentiaire, on voudrait faire un rapport parlementaire du coup début de l'année 2009, voilà, sur ce travail. On vous laisse la parole. Bien, merci. D'abord, je me réjouis que des parlementaires prennent le temps de rencontrer des chercheurs et d'une manière générale des personnes qui n'appartiennent pas au monde politique, mais qui peuvent avoir des choses à dire sur les questions qui vous intéressent, en l'occurrence le pénal et le pénitentiaire. Et ça n'est, en particulier sur ce domaine-là, ça n'est pas si fréquent, ni qu'on fasse intervenir des chercheurs, ni qu'on propose au public une réflexion sur donc ce qui relève de la justice et de la prison. C'est un domaine un petit peu tabou, un peu caché, et donc c'est très important de s'en occuper. Ça ne concerne pas simplement les 70 000 personnes qui sont enfermées en prison,
mais ça concerne aussi leurs familles, ça concerne les professionnels qui sont impliqués, et je dirais plus largement, ça concerne le sens de la justice et de la peine dans la société française. Je ne veux pas me présenter, mais simplement dire que je suis moi-même chercheur, je suis professeur à l'Institut d'études avancées de Princeton et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, donc je suis quelqu'un qui fait des travaux de recherche, et notamment qui en a fait sur à la fois la police, la justice et la prison. Et en particulier pour ce qui me touche un petit peu plus directement, la prison. J'ai pendant 4 ans fait une étude de longue durée dans une maison d'arrêt et que j'ai tenu à anonymiser dans ma recherche, mais qui m'a permis donc d'essayer de comprendre ce que pouvait représenter la détention, mais aussi ce qui pouvait amener à la détention, donc le fonctionnement de la justice. Puis j'ajoute également que je suis membre du conseil scientifique du contrôleur général des lieux de privation de liberté, et que donc c'est aussi une fonction qui m'amène à réfléchir à ces questions, et puis bien qu'accessoirement et par rapport à notre débat, mais puisque j'ai dit que j'étais aux États-Unis une bonne partie du temps, je fais aussi partie d'une commission qui travaille dans l'État du New Jersey, sous la responsabilité de l'ancienne présidente de la Cour suprême de l'État, une commission de réforme réforme pénale, principalement pénale, peu pénitentiaire, pour l'État du New Jersey, donc qui est un État qui essaye de réfléchir à comment diminuer la population de ses prisons en particulier. Comment éviter que tant de gens aillent en prison et que tant de gens aillent en prison pour si longtemps. Voilà. Alors, un point que vous avez mentionné, effectivement, et qui, je crois, pour toute personne qui réfléchit à ces questions est très important, c'est la distinction entre le pénal et le pénitentiaire. Ça va de soi pour des gens qui connaissent bien ces questions, mais la prison, c'est à la fois ce qui se passe dans la prison, c'est-à-dire le pénitentiaire, mais c'est aussi ce qui amène les gens en prison, c'est-à-dire le pénal. Et le pénal, d'ailleurs le pénitentiaire dans une certaine mesure aussi, mais le pénal, ça commence avec les débats publics, les interventions politiques, le rôle des journalistes, et puis finalement les parlementaires qui votent des lois, et les policiers et les magistrats qui les appliquent de façon plus ou moins discrétionnaire. Donc, distinguer ce qui amène les gens en prison et les conditions de séjour en prison, c'est une chose qui est évidemment très importante du point de vue de la réflexion sur la loi. Et quand vous parliez à juste titre de la surpopulation aujourd'hui des prisons françaises et de l'augmentation constante, quasi constante, depuis maintenant plus de 60 ans, avec quelques moments de reflux, par exemple en 1981, en 1987, donc une augmentation quasi constante de la population carcérale, eh bien c'est quelque chose dont se plaignent aussi les directeurs de prison et les surveillants de prison. Donc, et bien sûr, sans parler des conseillers et conseillères pénitentiaires d'insertion et de probation. Donc l'ensemble du personnel est lui aussi tributaire et victime de ce qui, bien sûr, affecte au premier chef les personnes détenues elles-mêmes. Donc la réflexion sur les conditions dans les prisons ne peut avoir lieu qu'en lien aussi avec ce qui amène en prison. Un directeur d'établissement pénitentiaire, de maison d'arrêt, me disait que la première injustice en prison, c'est la surpopulation et le fait, contrairement à la loi à laquelle vous faisiez référence d'encellulement individuel, eh bien, la plupart des détenus aujourd'hui en France métropolitaine sont à 2, voire à 3 par cellule individuelle, c'est-à-dire sont dans des lits superposés avec, le cas échéant, un matelas au sol, ce qui sont des conditions tout à fait
tout à fait indignes, mais qui sont des conditions indignes qui ne tiennent pas au fait de la prison, qui tiennent à la manière dont on est devenu de plus en plus punitif dans nos sociétés. Et de ce point de vue-là, il est vraiment important de comprendre qu'il y a une dissociation quasi totale entre la criminalité et la délinquance d'un côté et la population carcérale de l'autre. C'est vrai pour la France, mais c'est vrai pour la plupart des pays du monde. L'augmentation de la population carcérale n'est pas liée à une augmentation de la criminalité et de la délinquance. Elle est liée essentiellement, comme phénomène général, à une intolérance plus grande à des faits qu'on considérait auparavant comme beaucoup plus acceptables dans la société, et à une demande de sévérité de la population. Et ça se traduit tout simplement par deux processus très simples. C'est d'une part une criminalisation d'un certain nombre d'actes qui ne l'étaient pas. Si on prend par exemple sur ce qu'on appelle aujourd'hui d'un mot quand même assez violent, la délinquance routière ou la violence même routière, eh bien, les gens qui vont en prison aujourd'hui pour ces phénomènes, et qui sont nombreux, pour des séjours courts, il est vrai, mais des séjours qui peuvent être extrêmement perturbants pour la vie professionnelle et familiale, eh bien, c'est un sujet à chaque fois de choc pour les directeurs d'établissements et pour les surveillants de voir des gens arriver pour circulation après un retrait de permis pour perte des points. Et ça, c'est une criminalisation qui est liée d'une part à l'installation d'un permis à points, quoi qu'on en pense, et ensuite de la transformation du fait de rouler avec un permis suspendu, que ça devienne un objet de possible emprisonnement au lieu d'être un objet de contravention. Donc voilà un exemple de criminalisation de quelque chose qui ne l'était pas. Et deuxièmement, il y a eu un alourdissement des peines qui sont de plus en plus sévères et de plus en plus longues pour les faits qui sont criminalisés. Et de ce point de vue, il est vraiment, j'ai trouvé très intéressant que les juges, lorsque en 2007 la loi qui a instauré les peines planchées a été votée, les juges ont protesté contre cette loi, ont protesté au titre de l'individualisation des peines d'une part et de l'indépendance des juges d'autre part. Et lorsque dans un premier temps, sous forme d'une directive de la ministre de la garde des Sceaux, il a été demandé que ce soit appliqué de façon beaucoup plus souple par les procureurs, et ensuite le vote d'une loi qui supprimait ces peines planchées, eh bien les juges ont continué à pratiquer ce qu'ils avaient refusé auparavant, c'est-à-dire étaient pris dans ce mouvement de sévérité, c'est-à-dire de détermination de peine d'emprisonnement. Donc il y a cette déconnexion qui est très importante à comprendre, je dirais pour un public général, entre mettre plus de gens en prison et avoir plus de crimes et de délits. Et en fait, c'est pas parce qu'il y a plus de crimes et de délits qu'il y a plus de gens dans les prisons. Juste par rapport à ça, vous disiez la criminalisation plus forte répond à une demande de la société. Mais est-ce que c'est une demande de la société ou la réponse politique qui est donnée par rapport à une situation sociale, et donc c'est cette réponse-là qu'on donne, parce que du coup il y a aussi cette justification qu'on entend, ces caricatures elles sont de la droite, mais plus largement sur le fait que les gens veulent on soit les incivilités, etc., mais qui est une manière de justifier la réponse politique qui est donnée
voilà, sans. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une demande plus forte? Enfin, voilà, dans la société, alors il y a des réactions, il y a les faits divers, il y a la médiatisation des faits divers, etc. Voilà, il y a ces phénomènes-là qui existent, mais c'est aussi une traduction politique de cette demande-là. C'est une construction de la demande. Enfin voilà, il y a un filtre quand même. Vous avez tout à fait raison. Il y a même un nom que les chercheurs donnent à ce que vous décrivez, c'est le populisme pénal, c'est-à-dire la mise en discours d'une forme particulière de populisme qui s'attache à produire un discours sur toujours plus de sévérité. Et moins, c'est non seulement plus de sévérité, mais aussi moins de tolérance pour un certain nombre de faits, avec beaucoup de choses qui sont totalement inexactes, qui peuvent circuler dans le débat public sur le plus grand laxisme des juges, par exemple, dont il est très facile de démontrer statistiquement que c'est exactement le contraire. Donc vous avez tout à fait raison. Un sociologue connu, Pierre Bourdieu, disait « l'opinion publique n'existe pas ». Et en réalité, on le voit très bien dans le cas de ces questions pénales et pénitentiaires. Très souvent, les sondages d'opinion sont faits après un fait divers qui a été particulièrement choquant. Et évidemment, lorsqu'on demande aux gens à ce moment-là, est-ce que vous pensez qu'il faudrait être plus sévère, les gens disent qu'il faudrait être plus sévère. Mais quand on le fait en dehors, j'en donne un exemple dans le livre que j'ai écrit sur la prison, L'ombre du monde, je montre comment deux sondages qui sont faits, l'un par coïncidence tout simplement, mais l'un quelques mois avant un fait divers particulièrement tragique, et quelques jours après ce fait divers, eh bien, on a des résultats qui sont complètement différents. Sauf que la médiatisation se fait sur le deuxième sondage et quasiment pas sur le premier, alors que dans le premier, les gens qui répondaient à ces questions considéraient que la prison n'était pas une bonne solution à la plupart des délits, que les conditions dans les prisons n'étaient pas satisfaisantes. Autrement dit, à la fois sur le plan pénal et sur le plan pénitentiaire, ils manifestaient beaucoup plus d'ouverture qu'on ne pouvait l'imaginer à la suite, évidemment, d'un fait divers. Et donc, le rôle, la responsabilité des médias qui ont besoin d'événements, qui aient un caractère dramatique au sens large, pas nécessairement tragique, mais au moins dramatique, qui suscite de l'émotion, et le jeu qu'ont les partis politiques avec quelque chose qui a quand même été une évolution extrêmement néfaste dans les partis politiques à partir des années 80, c'est-à-dire que c'est un discours qui est arrivé d'abord à l'extrême droite, qui très vite est devenu un discours de la droite, et qui a rattrapé la gauche de gouvernement dès le début des années 2000. Et sur la gauche de gouvernement, notamment le quinquennat de François Hollande, on voit aujourd'hui que les résurgences de ce positionnement-là sont encore présentes dans les prises de parole des députés socialistes, sur le fait des précautions oratoires qui sont prises en disant oui, bon, c'est vrai, on ne peut pas laisser tout faire, etc. Comme s'il y avait présomption de culpabilité de laxisme qu'il fallait contrebalancer en poussant le curseur dans l'autre sens, c'est-à-dire en fait en ayant une vision très sécuritaire. Et c'est clair que c'est assez alarmant. Moi, j'ai essayé modestement dans le débat, ça n'a pas tellement fonctionné, mais au moins de s'adresser à la tendance libérale de cet hémicycle en leur disant attendez, votre truc ça coûte cher, quoi. Votre truc ça coûte horriblement cher, ne serait-ce que pour les finances publiques, la dette, etc. Vous devriez plutôt travailler à d'autres modèles que celui de l'enfermement comme modèle majoritaire. Et en même temps, on a augmenté la population carcérale, mais on a augmenté la population pénale. Ce qui fait qu'il y a 170 000 personnes qui sont en milieu ouvert, dont on ne parle pas souvent. Ce qui fait qu'en fait, le nombre de gens qui passent dans le système pénal est énorme en réalité. Et cette augmentation-là, elle passe sous le radar. C'est un double effet qui s'est mis en place. Effectivement, il y a 250 000 de personnes en France qui sont sous main de justice, c'est-à-dire les gens qui sont en milieu ouvert et les gens qui sont
écroué. Donc l'augmentation de la population en milieu ouvert a été encore plus rapide que l'augmentation de la population en milieu fermé au cours des 30 dernières années. Et donc il y a cette extension, comme vous le disiez, assez invisible parce qu'on en parle peu, mais les contraintes sont extrêmement fortes pour ces gens, par exemple, qui sont sous bracelet électronique ou sous d'autres formes de surveillance. C'est extrêmement contraignant, c'est extrêmement pénalisant. Et je pense qu'il est d'autant plus important et peut-être même possible aujourd'hui d'avoir cette réflexion et d'avoir ce débat que la France devient l'un des pays où il n'est pas possible de l'avoir, alors que même dans les pays les plus, qui ont été les plus durs en matière pénale et pénitentiaire, je pense notamment aux États-Unis, les choses sont en train de s'inverser. Et sont en train de s'inverser par, et là est en train de se préparer aux États-Unis une réforme qui va toucher uniquement le système fédéral, bien sûr, puisque c'est une réforme nationale, mais qui sera le premier projet de loi qui rassemble des républicains et des démocrates depuis 8 ans. Et c'est sur la réforme pénale. C'est une réforme pénale qui a pour vocation à faire baisser le nombre de personnes en prison. Et pour quelles raisons? Pour 2 raisons qui sont très différentes. Les républicains, pour les raisons que vous venez d'indiquer, c'est-à-dire ça coûte cher. Finir par les convaincre alors. Oui, bien sûr, ils se rendent compte que ça coûte cher. Plusieurs États ont failli être en faillite. L'État de Californie était au bord de la faillite budgétaire et donc a fait sortir du jour au lendemain des dizaines de milliers de personnes de prison, ce qui n'est pas forcément la meilleure façon de procéder, évidemment. Mais du coup, qui montre la préoccupation qu'il y a au niveau fédéral comme au niveau local. Ça coûte très cher de mettre des gens en prison. Le bracelet électronique, par exemple, par journée, coûte 10 fois moins cher. Alors, c'est pas pour défendre particulièrement le bracelet électronique, mais malgré tout, le bracelet électronique, c'est un peu mieux que l'enfermement carcéral, en tout cas pour une très grande majorité de personnes concernées. Et du côté des démocrates, qu'on ne peut pas appeler la gauche aux États-Unis, eh bien, c'était plus pour des arguments disons, de justice sociale, de droits de l'homme, etc. Mais donc, voilà, il y a la possibilité de trouver des arguments, je pense, pour avoir une évolution. Pensons à l'Allemagne qui a réduit sa population carcérale ces dernières années, l'Autriche, les Pays-Bas, et d'autres pays se posent ces questions. La Grande-Bretagne se pose ces questions aussi. Et je ferai remarquer que les 4 pays que je viens de citer, et les 5 même si on inclut les États-Unis, ont tous des gouvernements conservateurs. C'est-à-dire que c'est sous des gouvernements de droite qu'on voit s'opérer cette transformation de la justice pénale qui amène à mettre moins de gens en prison. C'est quand même assez incroyable que ce soit dans ces pays-là. Donc ça prouve qu'il est possible, qu'il doit être possible d'amener ce débat sur la place publique de façon responsable pour faire comprendre aux citoyens et pour faire accepter aux députés des transformations de cette situation qui est tout à fait inadmissible et qui ne peut pas être résolue par une simple augmentation du nombre de places de prison, d'autant plus qu'on a bien vu que le nombre annoncé par le candidat à la présidence de la République n'est pas le nombre annoncé par le président qu'il est devenu. La réforme aux États-Unis, elle est portée par qui? À quel niveau? Au niveau fédéral? Alors, au Congrès? Alors, elle est portée au niveau du Sénat et avec qui a une majorité républicaine. Et donc, elle doit passer devant les 2 chambres, mais comme elle sera, comme le Parlement, et en fait, elle devait même passer, mais elle a été retardée par le président du Sénat,
qui a retardé le passage de la loi, mais ça devait même passer sous un Sénat républicain et un Congrès républicain. Alors, les choses vont être plus faciles maintenant que les démocrates seront au Congrès, mais alors ça c'est au niveau fédéral, mais au niveau des États, de la commission à laquelle je participe, la commission sur la réforme pénale, est en train de faire actuellement une évaluation de l'ensemble des États qui sont en train de travailler sur une réforme pénale, voire qui l'ont déjà fait voter. Et donc il y a déjà une dizaine, je crois, ça change presque de mois en mois, mais une dizaine d'États qui soit ont déjà fait passer une réforme pénale visant à diminuer les populations carcérales, soit sont en train de travailler à cette réforme. Donc il me semble qu'il y a un mouvement qui, après des décennies de punitivité, si on peut dire, en tout cas de plus grande sévérité, un mouvement qui s'est amorcé dans un certain nombre de pays, et encore une fois, y compris dans les pays les plus inattendus. Les États-Unis ont quand même augmenté leur population carcérale de 8 fois en 30 ans. Donc il n'y a pas d'équivalent ailleurs. 8 fois, arrivant à 2 300 000 personnes en prison, et 11 millions de personnes environ entrant chaque année en prison. Exactement. Donc on ne peut que se dire qu'il serait temps que la France se pose ces questions, parce que très souvent, c'est en touchant à des petits objets qu'on arrive à faire baisser la population carcérale. Parce que dès que vous posez un débat et qu'on tombe dans des discours de populisme pénal, on va vous sortir les plus grands criminels. On va vous sortir des histoires de violeurs, on va vous sortir des histoires de serial killers. C'est ce qu'ils font là pour les techniques spéciales d'enquête, pour l'extension, c'est rapte d'enfants, etc. Voilà. On est là-dessus. Exactement. Et alors que la très grande majorité des gens qui sont en prison, et la quasi-totalité de ceux qui y rentrent, sont des gens qui y sont pour des délits, voire ce qu'on appelle des crimes, pour des raisons de durée de la condamnation, mais qui sont encore une fois, pour la grande majorité, des choses qui amènent des petits séjours en prison. Et donc proposer pour quelqu'un qui est accusé d'un outrage et rébellion contre agents dépositaires de l'autorité publique, quand on sait comment se produisent ces outrages et rébellions, c'est-à-dire qu'ils sont considérés par les policiers eux-mêmes et par leurs supérieurs comme un signe non pas des violences du public, mais de l'agressivité des policiers, qui sont eux qui provoquent, et les policiers le savent bien, les policiers le disent, les commissaires ont une surveillance particulière à l'égard. Si on disait demain que les outrages et rébellions ne relèvent plus de la prison, mais relèvent de peines alternatives qui seraient, dans certains cas, encore injustes, mais au moins qui n'amèneraient pas les gens en prison, si on disait que rouler sans permis, si on n'a pas commis d'accident, ça relève d'une contreventionnalisation. Si on disait que la possession de cannabis, sans même parler de sa dépénalisation, mais la possession de cannabis, si ce n'est pas des quantités importantes, ne relève plus du tout de la prison. Alors quand on dit ça à des juges, ils disent ou même au ministère de la Justice, ils disent mais c'est très rare évidemment c'est très rare sur les 175 000 personnes qui sont arrêtées chaque année, interpellées chaque année pour essentiellement pour possession et ou usage de cannabis. Évidemment, heureusement, les 175 000 ne vont pas en prison. C'est un tout petit nombre qui va en prison. Mais c'est quand même à peu près, si je me souviens bien, de l'ordre d'une personne sur 10 qui rentre en prison pour cette raison. Donc il y a tout un ensemble d'éléments relativement faciles, sans parler après aussi de la réflexion sur la longueur des peines. Mais il y a des choses faciles qui ont été faites dans d'autres pays où on se dit, ben voilà, il faut changer les choses. Pensons au nombre de pays aujourd'hui qui ont dépénalisé l'usage du cannabis. C'est sûr que la plupart des usagers de cannabis ne vont pas en prison, mais pour ceux qui vont en prison, c'est absolument destructeur. Et
ils finissent par continuer à en consommer en prison, par exemple. Ah, bien sûr. Bien sûr. Donc il y a on peut attaquer le problème, c'est ce qu'on essaye de faire dans la commission de réforme à laquelle je participe dans New Jersey, c'est de commencer par les problèmes les plus simples, ceux qui vont déclencher le moins de colère dans la population et de polémique dans les milieux politiques. Et est-ce que vous avez du coup passé un peu de temps en prison, est-ce que au fond, on peut vraiment rendre la prison utile, le temps de prison utile, ou le moins inutile possible? Et qu'est-ce qui est possible de faire là-dessus, selon vous? Et est-ce que, c'est une autre question en parallèle sur ce qu'on vient de discuter, est-ce que c'est juste en dépénalisant, décriminalisant un certain nombre de délits que les différents pays qui ont une petite déflation carcérale y arrivent, ou aussi c'est par compensation sur des peines de milieu ouvert? Alors, je vais répondre tout de suite à la deuxième question parce que c'est celle à laquelle je sais moins bien répondre. Disons, dans le cas des États-Unis, je peux un tout petit peu mieux répondre. Je pense que c'est surtout dans la décriminalisation, en tout cas dans la dépénalisation sous forme de prison d'un certain nombre de délits considérés comme mineurs. Dans le cas des autres pays, je crois par exemple que en Allemagne, et ce serait à vérifier par des gens qui travaillent de façon plus sérieuse que moi sur les autres pays européens, mais c'est passé par une quasi impossibilité, enfin une quasi-nécessité d'avoir un aménagement de peine pour les peines courtes de moins de 6 mois par exemple. Et donc, effectivement, ça n'est pas forcément par une dépénalisation totale, ça peut être simplement par des alternatives à la prison. Mais dans certains cas, évidemment, par exemple sur les délits routiers, la question c'est aussi celle de leur décriminalisation, c'est-à-dire de passer en contravention au lieu de la peine de prison. Peut-être avant de répondre à votre question qui est très importante sur l'utilité, je voudrais ajouter une chose qui me semble très importante dans le débat public et qui n'est pratiquement pas mentionnée pour des raisons qu'il est facile de comprendre, c'est que la sévérité qui s'est manifestée au cours des dernières années est une sévérité extrêmement sélective. C'est-à-dire qu'il y a des délits qui ont conduit en prison qui ne conduisaient pas en prison, il y a des crimes qui ont conduit à des séjours beaucoup plus longs en prison qu'auparavant, mais il y a aussi des délits et des crimes qui ne sont plus sanctionnés, et notamment dans le domaine financier et économique. Et donc, toute la politique de décriminalisation du monde financier et économique, pour des raisons alléguées de ne pas mettre un frein aux activités financières et économiques, c'est traduit par le fait que ces affaires qui sont beaucoup plus compliquées à traiter pour des procureurs, qui demandent beaucoup plus de temps, ont été délaissées au profit notamment de ce qui passe en comparution immédiate, qui est beaucoup plus facile à juger, qui se juge en une demi-heure et qui amène à une beaucoup plus grande sévérité sur ces délits. Donc, dans les années 2000, il y a eu une augmentation, une multiplication par 3 des condamnations en général, pas simplement à la prison, une augmentation par 3 des condamnations pour usage et possession de cannabis, et il y a une diminution dans le même temps d'1/5 des délits financiers, des condamnations pour délits financiers et économiques. Or,
pourrait bien sûr penser que dans le premier cas, c'est parce qu'il y a eu une augmentation de la consommation, et dans le deuxième cas, parce qu'il y a eu une diminution de la délinquance économique et financière. Mais on a là des données qui sont tout à fait fiables, qui sont dans le premier cas des données épidémiologiques, donc on sait qu'il n'y a pas eu d'augmentation de la consommation de cannabis. Mais en revanche, on sait dans le deuxième cas qu'il y a eu une légère augmentation, par les rapports de police, qu'il y a eu une légère augmentation de la délinquance économique et financière. Donc c'est bien parce qu'on a été plus sévère dans un cas, mais une augmentation dans les rapports de police qui ont déjà peu de moyens pour capter cette augmentation. Qui ont peu de moyens et qui eux-mêmes sont sélectifs. C'est que le dessus de l'iceberg a augmenté. Ouais. Absolument. Donc, je voulais quand même rappeler cet élément parce qu'il est vraiment très important de se demander aussi pourquoi et quoi on punit, c'est-à-dire au fond qui on punit. Parce que si on peut aller en prison pour usage et possession de cannabis ou pour outrage à agent, et qu'on ne va pas en prison pour des malversations financières ou des licenciements abusifs, des faits de corruption, etc. Pensons qu'aux États-Unis, des gens peuvent prendre plusieurs années de prison pour des faits mineurs comme ceux que je viens d'évoquer, ayant trait à l'usage de drogue, mais que aucun des faits, en dehors de Madoff, qui était là une grande affaire de corruption, mais aucun des faits criminels, je ne parle pas simplement des erreurs ou des mauvais jugements ou des mauvaises appréciations de la part des banquiers, aucune faute de nature criminelle des banquiers n'a donné lieu à condamnation. Tout est passé par des amendes qui ont été faites non pas aux personnes impliquées, mais aux personnes morales, c'est-à-dire aux banques et aux grandes entreprises. J'ai une question un peu provocatrice. Et du coup, est-ce qu'il faut être plus sévère avec les domaines financiers et économiques et du coup remettre des gens plus en prison? Alors, je ne suis pas tellement pour mettre plus de gens en prison, mais en tout cas, et ce serait un petit peu logique, mais en tout cas pour être plus sévère, certainement. Et j'ai souvent entendu quand j'étais en prison, quand je travaillais en prison, j'ai très souvent entendu de la part des détenus, et contrairement à ce qu'on pense, non pas une plainte par rapport au fait qu'ils aient été condamnés, parce que la plupart du temps ils acceptaient qu'ils avaient commis un délit ou un crime et qu'ils trouvaient donc que c'était normal qu'ils soient condamnés. Mais d'une part, dans certains cas, ils trouvaient que c'était quand même extrêmement lourd comme peine par rapport à ce qu'ils avaient commis, mais surtout que c'était extrêmement injuste. Et ils citaient des cas qui sont ceux d'un ancien président de la République et d'un ancien ministre du budget, donc de deux partis, l'un de droite, l'un de gauche, donc qui ne faisaient pas tellement de différence. Ils disaient, regardez la gravité de ce qu'ont fait, ce dont sont accusés ces deux personnages politiques, et ils sont toujours dehors, et ils se portent bien, et regardez dans quel état nous on se trouve, et dans quelles conditions on nous met pour des délits qui, pour ceux que j'ai connus, étaient souvent des délits qui étaient relativement mineurs, même s'ils méritaient effectivement une sanction. Donc plus de sévérité, je crois que ce serait aussi plus de justice. Ça ne passe pas forcément par la prison, il y a d'autres modalités. Et pour revenir à la question que vous me posiez il y a un instant sur l'utilité de la prison, parce que c'est évidemment une question très importante, je pense que la première chose, évidemment, la prémisse en quelque sorte à cette question, c'est de se dire que beaucoup de gens n'ont rien à faire en prison. Donc déjà pour eux, l'utilité de la prison, elle ne peut même pas être posée comme question, puisque quelqu'un qui a commis un délit mineur et qui va en prison, même pour un mois, même pour 3 mois, ce sont des peines qui sont généralement récidives, bien sûr, mais qui sont, pour des délits en récidive, mais qui sont donc des peines courtes, mais qui sont des peines terriblement perturbantes dans la vie de quelqu'un.
puisque ça va être souvent, si c'est une personne qui est salariée, une perte de son emploi. Qu'est-ce qu'on peut dire à son employeur quand on part 3 mois en prison? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Quand on est un petit entrepreneur, on perd des contrats et après on a des indemnités, des amendes à payer pour les contrats rompus. Pour la plupart des gens qui ont une famille, qui ont des amis, c'est une situation extrêmement pénalisante et humiliante. Et donc la première chose, c'est de se dire que pour ces gens-là, la prison n'a aucune utilité. Et d'ailleurs, dans beaucoup de cas, les juges en comparution immédiate me disaient après, s'il y avait eu un temps pour éviter la prison, c'est-à-dire un temps pour essayer de résoudre le problème, par exemple sur des violences conjugales, pour séparation du conjoint violent, avec interdiction de venir sur le territoire, trouver un logement secondaire dans une famille, chez des amis, etc. Tout ça est possible dès lors qu'on ne juge pas en comparution immédiate, dès lors qu'on n'a pas 24 heures, dont 12 heures sont passées en garde à vue et 12 heures dans une cellule du palais de justice. Donc la première chose, c'est de se dire que beaucoup de gens n'ont rien à faire en prison. Après, pour ceux pour lesquels la société pense que la prison, ce qui est souvent discutable, mais pense que la prison peut avoir soit un effet tout simplement de punition, soit peut-être dans certains cas un effet de prise de conscience et peut-être de future réhabilitation, ce qui est généralement assez douteux, mais en tout cas pour cela, et disons dans l'hypothèse où ils seraient beaucoup moins nombreux, à ce moment-là, il y aurait un petit peu plus de ressources. Mais pensons aujourd'hui que selon les périodes de plus ou moins bonne situation économique dans le pays, on a entre 15 et 18% des personnes détenues qui travaillent. Alors tous ceux qui sont bien sûr détenus en maison d'arrêt, ils travaillent. Tous ceux qui sont condamnés à des peines plus longues sont dans des centres où ils ont en principe tous du travail. Et ceux qui sont en maison d'arrêt, donc qui sont ceux qui sont soit prévenus pour presque 30% d'entre eux, soit condamnés à des peines légères, puisque sinon ils seraient en principe en centre de détention. Eh bien, pour ces personnes, on est aux alentours de 15-16% généralement. Si on prend en compte à la fois les emplois fixes, ceux qui sont liés à la prison, par exemple travailler à la lingerie ou travailler à la restauration, etc., au nettoyage, les services généraux, et ceux qui sont dans les ateliers, il y a très peu de travail fourni par les ateliers. Et bien donc ça veut dire que déjà plus de 8 personnes sur 10 n'ont pas de travail. L'école et les enseignants sont souvent des gens extrêmement dévoués qui font un travail souvent remarquable, mais sont en nombre totalement insuffisant, et en plus disent bien que ça n'a pas de sens de toute façon de prendre quelqu'un pour 1 mois ou 3 mois ou 6 mois en milieu d'enseignement pour suivre un cours d'informatique ou un cours de... Dans le dehors, en fait. Voilà. Et donc, et puis enfin, l'utilité de la peine devrait être jugée aussi par rapport à la manière dont on fait sortir les gens de prison. Les chiffres il y a quelques années, lorsque j'ai travaillé plus précisément sur ces questions, c'était que 80% des gens sortaient en sortie sèche. Donc ça veut dire ils sortaient du jour au lendemain. Souvent d'ailleurs, ils ne savaient pas eux-mêmes qu'ils allaient sortir ce jour-là. Les surveillants ne savaient pas non plus. Et c'était le greffe qui passait un coup de fil en disant aux surveillants, il y a monsieur Attel qui peut sortir tout à l'heure. Donc on était dans ce système de sortie sèche pour la majorité des gens. Et donc tout le travail
de transition entre le dedans et le dehors, qui est un travail absolument essentiel pour retrouver, surtout quand on parle quand même de gens qui déjà à l'extérieur étaient dans des situations extrêmement difficiles. Alors quand vous ajoutez à ça la parenthèse de 6 mois de prison ou d'1 an de prison, eh bien les difficultés à retrouver du travail, si on est en sortie sèche, sont quasiment, sont énormes. Et donc rendre dans ces conditions, c'est-à-dire par rapport à la situation du travail, par rapport à la situation de l'école, on pourrait ajouter les stages, et par rapport aux transitions vers la sortie, eh bien, il y a un travail considérable à faire, mais ça veut dire des ressources supplémentaires, dont une partie du reste n'existe pas, c'est-à-dire faire travailler plus les gens, on peut pas les faire travailler plus, il n'y a pas plus de travail. On pourrait faire un peu plus d'école, c'est vrai. On pourrait avoir le double ou le triple de conseillers et d'inconseillères d'insertion pénitentiaire d'insertion et de probation. Et à ce moment-là, on aurait effectivement un meilleur suivi. Les services pénitentiaires d'insertion et de probation le disent très clairement. On a à peu près un quart des gens qu'on arrive à voir pour s'occuper de leur transition vers l'extérieur. Il y en a la moitié qui sont sur des séjours beaucoup trop courts en maison d'arrêt pour que ce soit même envisageable de mettre en place quelque chose. Et puis il y en a sur l'autre moitié, il y en a encore une moitié qui sont des gens qui ne se plaignent pas, demandent rien, etc., attendent juste le temps de la sortie, et donc ils se concentrent sur les 25% qui à la fois ont des peines un peu plus longues et demandent quelque chose. Donc l'idée de rendre la prison utile, c'est une idée qui est importante, mais qui est très peu réalisable. Et encore une fois, la première chose à se poser, c'est est-ce que la prison a une utilité quelconque dans la grande majorité, dans un très grand nombre de cas de gens qui s'y trouvent. C'est un peu la question, parce que quand on entend les discours, voilà, je pense que la phrase préférée des députés de droite à l'Assemblée nationale sur la question de la prison, c'est il faut construire des places de prison. D'abord sous un volet un peu humaniste en disant quand même la surpopulation c'est pas bien, ça c'est à peu près admis par tout le monde. Et puis de deux, il faut alourdir les peines parce que la prison reste la chose la plus dissuasive dans notre société de commettre un crime ou un délit, et que donc si on en vient à dire qu'on ne va plus en prison parce qu'on a commis un crime ou un délit, parce qu'on a plutôt des sanctions de milieu ouvert, etc., alors ça va mécaniquement augmenter la criminalité ou la délinquance dans le pays. Alors l'argument du caractère dissuasif, soit individuellement, c'est-à-dire par rapport à la personne qui a déjà commis un délit pour éviter de récidive, soit sur l'ensemble de la population, c'est-à-dire pour éviter que des gens aient envie de commettre des délits. Cet argument de la dissuasion, il est extrêmement discuté, et il y a de très nombreuses études qui ne vont pas toutes exactement dans le même sens, mais dont la grande majorité montre, y compris en France du reste, que les peines alternatives pour des délits identiques, bien sûr, les peines alternatives à la prison entraînent moins de récidives que les peines de prison. Alors bien entendu... Je vais provoquer du coup aussi là-dessus, mais est-ce que c'est pas parce que ceux à qui on propose les aménagements de peine ou les alternatives à l'incarcération sont potentiellement ceux qui ont le plus envie de s'en sortir, de justement pas passer par la question, qui montrent le plus l'envie justement de se réinsérer, etc. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un biais un peu... Alors, il peut... dans tous les sens. Non, mais bien sûr, vous avez raison, et c'est effectivement un argument qui est recevable. Il y a eu, à ma connaissance, aucune étude qui soit en quelque sorte en double aveugle, où le juge déciderait sur un tirage au sort que telle personne qui est en possession d'une certaine quantité de cannabis ira en prison, et que tel autre sera en alternative à l'emprisonnement. Donc c'est une question qu'il est légitime de se poser. Alors, donc ça c'est sur des situations individuelles, hein, il y a une différence. Alors,
ça n'est pas, l'alternative à la prison n'est pas quelque chose qui annule les récidives, évidemment. Hein. Donc on parle de entre 60% et 40%, donc 60%, enfin, ça dépend des études, bien sûr, mais enfin, les ordres de grandeur, c'est 60% de récidives quand on est en prison et 40% quand on est... quand on a une peine alternative. Bien sûr, encore une fois, ces chiffres varient selon les études, les pays, etc. Mais en revanche, on dispose d'études qui, elles, se font au niveau des populations. Et de populations qui peuvent être des populations d'une ville, des populations d'un État, voire enfin, d'un État des États-Unis, voire de tout un pays. Et donc, on peut à ce moment-là faire des comparaisons, alors qui ne sont jamais non plus complètement parfaites, mais pour ne donner qu'un exemple, et il y en a de nombreux qui vont dans le même sens, lorsque on s'est posé la question aux États-Unis, la grande inflation carcérale a commencé dans les années 70-80, dans un contexte où effectivement la criminalité augmentait. Et la criminalité, notamment en rapport avec l'usage de drogue, l'usage d'héroïne et de cocaïne. Donc là, il y avait un vrai phénomène où il y avait une conjonction, plus de criminalité, plus de gens en prison. C'est dans les années 70-80. Puis à partir des années 90, il y a un déclin qui s'est amorcé, et qui est un déclin vraiment très remarquable. Hein. La criminalité a considérablement baissé, et on a continué à mettre les gens en prison. Et donc, l'argument, disons, conservateur par rapport à ça, c'est de dire, eh ben, ça prouve que la prison fonctionne, puisqu'on réduit la criminalité. Or, il se trouve que dans la même période, le Canada a eu des résultats similaires en termes de diminution de la criminalité, alors que sa population carcérale baissait, je crois, de 10% ou 20%. Autrement dit, la corrélation qu'on pouvait faire entre plus de gens en prison et moins de criminalité, si bien sûr elle existe dans certains cas, quelqu'un qui est en prison à vie, par exemple, et ben, pendant ce temps-là, il ne commettra plus de crimes, c'est évident, ou même s'il reste même 40 ans en prison, il ne commettra plus de crimes pendant cette période, en principe. Donc effectivement, au cas individuel, mais sur une population, on n'a pas ces résultats. Et donc c'est extrêmement intéressant. Et puis on a fait des comparaisons aussi entre États, puisque les États n'ont pas les mêmes politiques en la matière non plus. Et donc là, le fait de mettre plus de gens en prison n'a pas eu un effet sur la diminution de la criminalité. La dissuasion, elle pourrait jouer essentiellement sur des petits délits. Or, c'est justement sur les petits délits qu'on montre que la prison a un effet plutôt négatif sur la récidive. Il y a un sujet dont tout le monde dit qu'il est un sujet majeur et dont personne ne veut prendre à bras le corps parce que ça demande de se remettre un peu en question, en tout cas de mettre les moyens en face. C'est la question de la santé mentale en prison. Il y a des études qui avancent en disant qu'il y a entre 30 et 60% des gens qui souffrent de pathologies psychologiques ou psychiatriques, essentiellement psychologiques, étant entendu que, d'après ce que j'ai compris, le choc carcéral peut entraîner une pathologie psychologique en soi, vu qu'il y a l'état de dépression étant un état assez souvent fréquent, très fréquent en détention, qui conduit d'ailleurs sans doute une des causes principales du suicide aussi. Est-ce que vous avez constaté ça aussi sur les questions de santé mentale? Alors, les questions de santé mentale sont relativement bien étudiées, y compris en France, où il y a notamment une grande enquête qui a été faite par l'INSERM sur un certain nombre d'établissements pénitentiaires et qui a fait une enquête avec deux personnes pour évaluer l'état de santé mentale. Donc c'est séparément, donnant un diagnostic séparé, parce qu'évidemment c'est pas pareil que diagnostiquer une anémie ou une maladie infectieuse, donc c'est plus difficile. Et donc sur la base de ces études, on a des chiffres très élevés de troubles mentaux sérieux ou plus légers. Et alors, ces troubles, pour ce qu'on peut arriver à en comprendre, sont pour une part des troubles que les gens avaient lorsqu'ils sont entrés en prison,
Donc là, ça pose toute la question de la vulnérabilité mentale des personnes, qui est souvent associée à une vulnérabilité sociale aussi. Hein. Et donc, les gens qui ont une certaine vulnérabilité mentale sont aussi des gens qui vont plus facilement, par exemple, répondre violemment à une situation de tension avec d'autres dans leur entourage, mais aussi avec des policiers. Hein. Ce sont des gens qui vont beaucoup plus s'énerver dans une interaction avec les forces de l'ordre. Et donc, c'est des gens qui ont beaucoup plus de chances de se retrouver déjà en prison. Et souvent pour des actes qui sont relativement mineurs, des bagarres ou des comportements inadaptés, etc. Et ensuite, effectivement, la prison, pour toute personne qui va, provoque ce qu'on appelle un choc carcéral, dont les juges sont pour une bonne partie convaincus que c'est un choc bénéfique. Je l'ai entendu plusieurs fois. De nombreuses fois, pour ne pas se dire tout le temps. Mais... dont en revanche les surveillants savent que c'est ce qui expose les gens à un risque suicidaire, que le moment où le risque suicidaire est le plus élevé au cours d'une détention, c'est dans les premières semaines. Et donc on a, et de la même façon, les conseillères d'insertion et de probation savent que ce choc carcéral, c'est quelque chose qui va être aussi une déstabilisation de la vie sociale. Donc il y a pour une part des gens qui sont vulnérables psychologiquement, qui se retrouvent plus facilement en prison, et d'autre part la prison qui elle-même a un effet anxiogène, voire de décompensation de pathologies sous-jacentes. Par exemple, quelqu'un qui aura une dépression sous-jacente ou bien même une psychose sous-jacente et qui va exploser dans le contexte de la prison. Alors, ce sont des choses à quoi je me suis particulièrement intéressé parce que je suis médecin de première formation et de première pratique. Et donc ce sont des choses que j'ai regardées d'assez près là où j'ai travaillé, et puis aussi par toutes les études qui ont été faites. Et c'est vrai que cette surreprésentation dans les prisons des personnes qui ont des troubles mentaux, dont une partie sont des troubles très graves, hein, des troubles psychotiques considérés par les psychiatres comme particulièrement graves, pose deux questions notamment. La première, c'est celle de la prise en charge. En dehors des cas les plus graves de type délire chez un psychotique qui va amener une intervention du psychiatre assez rapidement, ou bien sevrage toxicomaniaque qui va également amener à ce que le psychiatre voit rapidement les personnes et puisse les mettre sous un traitement. En dehors donc de ces cas de grande urgence, le délai moyen pour voir un psychologue ou voir un psychiatre, pour des gens qui sont simplement, si on peut dire, déprimés ou anxieux, insomniaques, c'est plus de 6 mois. Et qui acceptent d'aller le voir, du coup. Et, voilà, mais plus de 6 mois. Hein. Des gens et alors, j'ai des gens qui m'ont raconté, ça faisait 8 mois qu'ils avaient appelé et qui n'arrivaient pas à dormir la nuit, par exemple. Donc ils n'avaient pas de... Mais quand je dis plus de 6 mois, ce sont des statistiques nationales, hein, donc ce n'est pas des cas individuels. Mais ça veut dire que, notamment sur des courtes peines, des gens qui ont des troubles qui vont être plus violents, plus sujets du coup à être des délinquants du point de vue du code pénal, peuvent finalement faire des allers-retours en prison sans jamais qu'à aucun moment donné quelqu'un se dise que peut-être c'est parce que cette personne a des troubles psychologiques ou psychiatriques. Alors effectivement, il y a ces Ou alors on se le dit, mais on n'y fait rien parce que le juge ne va pas mandater un expert pour demander une expertise psychiatrique, parce que dans la comparution immédiate, parce que etc. Et finalement... C'est effectivement des gens qui font des allers-retours, mais c'est aussi des gens qui, à l'intérieur de la prison, sont particulièrement vulnérables aussi,
parce que c'est ceux qui auront des troubles aussi de comportement, qui vont être agressifs vis-à-vis d'un autre détenu, qui vont mal répondre, voire être violent à l'égard d'un surveillant qui sera un peu rude, voire très rude. Et alors que les autres savent que dans ces cas-là, il ne faut surtout pas bouger, lui va réagir vivement. Et dans l'un des cas qui s'est produit juste à la fin de mes 4 années de travail, de recherche sur la maison d'arrêt où j'étais, un jeune homme qui semble, je ne sais plus le délit exact qu'il avait commis, mais c'était un délit faible, qui est très mineur, qui l'amenait, je crois, à 3 mois en prison. Mais c'était quelqu'un qui avait été extrêmement instable sur le plan de l'humeur et très fragile. Et donc, un jour, au moment de la douche, il y a eu une altercation avec un autre détenu, dont il est difficile de savoir qui était à l'origine, et au fond, peu importe. Et donc, c'est lui qui a été puni. Il a été mis en cellule disciplinaire, et il a vécu ça comme une injustice terrible. Et j'ai vu souvent comment surtout lorsqu'il s'agissait d'altercation, comment les gens vivaient extrêmement mal ce passage en cellule disciplinaire. Et donc, le soir, puisqu'on a le droit d'emporter parmi les 3 choses qu'on a le droit d'emporter quand on est en cellule disciplinaire, c'est de quoi fumer. Il avait les allumettes avec lui, ou un briquet, je ne sais plus. Et donc il a mis feu à son matelas, ce qui est un geste fréquent dans les prisons, et qui est en général un geste d'appel. Hein. On met le feu à son matelas, et comme ça va générer de la fumée, et puis il va y avoir une réaction, disons, de l'institution, les surveillants vont arriver, et puis peut-être qu'on va s'occuper de son cas, etc. Et sauf que là, il était en cellule disciplinaire, et que c'était la nuit, et que le soir, le soir à partir de 7 heures, le surveillant du quartier disciplinaire ne dispose que de la première clé et pas de la deuxième pour entrer. Puisqu'il n'y a pas d'interaction interindividuelle, puisque le personnel est réduit la nuit, et donc du coup il a été obligé d'appeler le sergent qui était de garde, qui est arrivé en courant, mais qui est arrivé bien tard par rapport à l'état de cette personne. Quand il a ouvert, la personne était sans connaissance et brûlée à plus de 80% du corps au 3e degré, et donc a été transféré évidemment dans ses services de réanimation, où il a passé quelques semaines. Pendant ces quelques semaines, le juge a annulé sa peine, et donc cette personne est morte. Elle est morte libre. Et donc on a ces situations qui sont évidemment non pas les plus fréquentes, mais la violence qu'il peut y avoir liée aux situations de fragilité mentale de personnes en prison est une violence extrêmement psychologique extrêmement grande. Rappelons quand même que la France est le pays d'Europe qui a le taux de suicide en prison le plus élevé. C'est quand même très problématique. Alors certes, la France est aussi un pays dans lequel la mortalité suicidaire est plus élevée que la moyenne européenne. Oui, on est des pays où on prend plus de psychotropes. Aussi. Légaux et illégaux. Mais en termes de mortalité suicidaire, c'est aussi un pays. Donc une partie revient, disons, à peut-être, c'est pas exactement la culture française, mais disons à des pratiques en matière de suicide, mais une partie revient strictement à l'institution pénitentiaire. Et du reste, on ne peut pas dire que l'institution ne s'en préoccupe pas, hein, parce qu'il y a un plan suicide qui est un plan qui a été mis en place il y a quelques années, qui est même extrêmement agressif. C'est surtout les quartiers arrivants, justement pour éviter le choc carcéral, la phase la plus suicidaire. Moi j'ai vu dans les quartiers disciplinaires, là, ils installent un peu partout des sortes d'allumes-cigares qui sont au mur, donc on ne peut plus mettre le feu à quelque chose. Le fait qu'il y ait tout soit fixé au sol, sans qu'il y ait de prise, etc. Alors, ça devient extrêmement compliqué de se suicider. Ça devient compliqué, mais c'est quand même une centaine de personnes par an qui réussissent leur suicide, sans parler de tous les autres. En quartier disciplinaire, je parle, parce que sinon, en quartier disciplinaire, en chambre, c'est assez facile, en tant que en termes de moyens de se suicider. Alors, en quartier disciplinaire, et donc, ça ne prend sûrement pas en compte ces modifications récentes dont vous parlez.
mais une étude qui a été faite par le ministère de la Justice, par l'administration pénitentiaire, il y a quelques années, montrait que le risque suicidaire dans une cellule disciplinaire était 9 fois plus élevé que dans une cellule ordinaire. Donc, ce qui amène à poser la question, je crois, je l'avais fait dans une discussion, un débat avec l'ancienne directrice de l'administration pénitentiaire qui n'avait pas du tout apprécié le fait que j'évoque cette possibilité, mais j'avais simplement demandé de réfléchir, en parlant d'utopie réaliste, de réfléchir à ce que signifiait la diminution régulière de la durée maximale d'enfermement en cellule disciplinaire. Le fait, je n'ai plus les chiffres exacts, mais le fait qu'on était passé de 90 à 45 jours, de 45 jours à 30 jours, avec quelques exceptions, et que dans d'autres pays européens, on était à 15 jours, voire à 10 jours. Donc il y avait cette tendance-là qui était... Et je posais donc la question ou plus exactement, je demandais d'imaginer le moment, dans quelques années, quelques décennies, où non seulement on aurait supprimé les quartiers disciplinaires, mais on regarderait l'époque où on utilisait les quartiers disciplinaires pour enfermer les gens dans des conditions qui sont souvent extrêmement éprouvantes. On regarderait ça comme on regarde des instruments qui ont été utilisés au XIXe siècle ou au début du XXe siècle, des instruments qui imposaient des souffrances particulières aux prisonniers et qui aujourd'hui nous paraissent totalement les faire, par exemple. Plus personne n'imaginerait, en France en tout cas, les faire. Ah, on est en train de remettre les passe-menottes avec le menottage beaucoup plus systématisé dans les... Enfin, il y a un mouvement inverse. Le pire, c'est qu'il y a un mouvement inverse, et notamment chez les mineurs. C'est un point qu'on n'a pas abordé, mais qui pourtant est malheureusement dans la réforme de la justice par voie d'ordonnance, puisque la ministre nous a fait un coup de Trafalgar dans la discussion, où on voit que l'enfermement, je ne sais plus qui me disait ça récemment, mais la France est le pays qui enferme le plus les mineurs. Et on revient finalement aux pratiques d'avant l'ordonnance de 45, où le bagne, où les enfants étaient mis enfermés avec des bonnes sœurs en règle générale. On a l'impression de parfois retourner quand même très très loin dans le passé. Et puis il y a l'hospitalisation sous contrainte aussi, qui existe toujours dans l'aspect psychiatrique, qui utilise complètement le fait que les personnes doivent être menottées avec des lanières de cuir. Oui, absolument. Oui, donc, enfin, j'essayais d'imaginer une hypothèse qui n'est pas complètement absurde, parce que si on dit aujourd'hui les faire, vraiment, c'est horrible qu'on ait pu faire ça. Et je ne serais pas étonné que, peut-être pas dans 10 ans, mais peut-être dans 50 ans, et c'est peut-être en tout cas c'est une utopie, ce que j'appelais une utopie réaliste, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas extravagant à imaginer, qui ne poserait pas de problème dans la gestion des prisons. Je veux dire, c'est pas la punition à l'intérieur de la punition, c'est pas forcément, il y a d'autres manières de sanctionner les détenus, et du reste, quand ils font du quartier disciplinaire, ils ont toute une autre série. C'est le championnat automatique qui voilà. C'est-à-dire que dans le monde extérieur, on parle souvent de la double peine, de gens en particulier étrangers qui en situation régulière, qui sont d'une part emprisonnés et d'autre part expulsés, reconduits à la frontière, mais en prison, j'avais fait le calcul, c'est des quintuples ou des sextuples peines. C'est-à-dire, c'est pas juste le quartier disciplinaire, c'est toute la série ensuite. Ça concerne aussi les permissions de sortir, ça concerne plein de choses. Donc, donc, je pense aussi qu'une des choses qu'il faudrait avoir, c'est une véritable réflexion sur le quartier disciplinaire. Alors, j'imagine que c'est une des choses particulièrement sensibles pour les surveillants. Non, mais je vois bien. Je vois bien le problème. Et en plus, je travaille dans un pays où l'utilisation du quartier disciplinaire peut être jusqu'à récemment à des
détenu qui est sorti, ça faisait 42 ans qu'il était quasiment en permanence en quartier disciplinaire, donc c'est un des trois, ce qu'on appelle les Angola 3, les trois de la prison d'Angola qui étaient liés aux Black Panthers. Et donc on peut aller très loin dans le mauvais sens. Mais quand même, on a des règles pénitentiaires européennes qui, à un moment donné, pourraient très bien dire mais c'est un traitement inhumain et il y a d'autres façons de sanctionner. Les syndicats de surveillance seraient encore plus choqués qu'ils ne l'ont été lorsque les fouilles à nu ont été supprimées de façon systématique. Enfin, leur caractère systématique a été supprimé par la loi pénitentiaire de 2009, je crois. Sauf que, et donc ils ont été particulièrement réticents à la mettre en place, les directeurs pour cette raison aussi. Sauf qu'en réalité, pas plus, pas moins d'objets qui entrent. Il n'y a pas plus, pas moins d'objets qui entrent. De toute façon, il y avait déjà des objets qui entraient avec ces fouilles à nu, donc c'était la preuve que ça ne fonctionnait pas très bien. Mais je dirais même que d'un point de vue de contrôle de la population carcérale, c'est même ça devrait être pour les surveillants et pour l'administration un avantage, puisque la question n'est pas qu'on supprime ces fouilles corporelles, mais qu'on supprime leur systématicité. Et si on supprime leur systématicité, ça veut dire qu'on va les faire qu'à certains. Et comment est-ce qu'on va déterminer ces certains? C'est justement par rapport à leur comportement, Donc c'est un moyen supplémentaire d'avoir un contrôle sur la population. Donc je pense en tout cas, il est certainement possible, et je crois qu'il sera nécessaire un jour de poser la question aussi des quartiers disciplinaires. À l'évidence, c'est un élément de cruauté et également d'injustice, compte tenu du fait que ce sont souvent les plus faibles qui se retrouvent en quartier disciplinaire. Les caïds, ils vont relativement peu parce qu'ils savent comment faire pour l'éviter. Et même, par exemple, quand la possession... Pour faire rentrer, c'est pareil. Ils passent par des mules et c'est souvent les plus faibles qui servent de mules, qui se font fouiller à nu avec fouille intégrale. Et c'est ça, si j'ai bien compris aussi, qui fait qu'il y a un certain nombre de détenus qui ne sortent quasiment pas pour justement ne pas être soumis aux pressions du caïd du coin. De toute façon, je ne fais pas de parloir, je ne sors pas, comme ça, je suis tranquille, mais ce qui rend la pression encore plus anxiogène. Il y a effectivement des gens qui ne sortent pas. Alors pour cette raison, pour des raisons de violence ou des pressions possibles en promenade, aussi pour des raisons d'intimité. Pour aller aux toilettes. Ouais. Parce que quand vous êtes dans une cellule à 2 ou à 3 et que vous avez envie de faire vos besoins, souvent avec une porte cassée, avec les commentaires qui peuvent aller de vos co-détenus, c'est une humiliation supplémentaire. Et moi j'ai connu des détenus qui ne sortaient jamais en promenade, le matin parce qu'ils travaillaient dans les services généraux, l'après-midi parce qu'ils voulaient aller aux toilettes. Moi j'ai deux questions un peu plus générales du coup, de ce que dit la prison, du lien en fait entre la prison, l'enfermement et le reste de la société. Ce que dit la prison de la société avec ce qui semble commencer à changer dans certains pays, mais qui est quand même un état très très sécuritaire, enfin, les états démocratiques aujourd'hui très sécuritaires, et quelque chose qui se pas contamine, mais qui concerne de plus en plus aussi de pans dans le traitement des populations, dans le reste de la société. Donc ce que ça dit de la société. Et du coup, par l'autre bout, et c'est le côté un peu que vous avez évoqué dans les petites choses qui pourraient changer, mais quelle autre société pourrait mettre en œuvre une autre manière de concevoir à un moment donné l'enfermement, la mise à l'écart d'individus dans la population, sans qu'il y ait cette dimension ultra sécuritaire, d'humiliation, de contrôle, de domination, en fait, plutôt de domination, parce qu'on peut considérer nécessairement donner un contrôle pour la protection, mais sans le caractère dominant et du coup extrêmement aliénant, etc., du rapport carcéral.
carcérale et de l'emprisonnement. Ce sont des questions très, très importantes, et notamment la première, au fond, c'est la question qu'on devrait se poser collectivement, c'est-à-dire que la société devrait se poser à elle-même. Qu'est-ce que c'est qu'une société qui punit autant et qui punit de plus en plus? Eh bien, c'est d'abord une société qui est de plus en plus inégalitaire. Parce que quand on dit punir de plus en plus, je l'ai évoqué tout à l'heure, cette punitivité n'est possible que parce qu'elle touche des populations précarisées et victimes d'inégalités. J'ai dit tout à l'heure que les 3/4 des personnes en prison étaient soit sans emploi, soit avec des emplois précaires. Je peux ajouter aussi, pour l'avoir mesuré dans l'établissement où j'ai travaillé, que les 3/4 plus des 3/4 des personnes qui étaient en prison, 77%, les hommes qui étaient en prison, appartenaient à des minorités ethno-raciales, c'est-à-dire étaient des personnes noires, des personnes arabes, et pour un nombre plus petit, des personnes de gens du voyage, des personnes roms. Et donc, c'est parce que la plus grande sévérité s'applique à ces personnes-là qu'elle est tolérable par la société. Et la preuve en est que, on parlait tout à l'heure des États-Unis, la première raison, quand je demande comment se fait-il que vous ayez vous engagé cette réforme-là, actuellement vous posiez la question de personnes, outre des éléments généraux de type droit de l'homme pour les démocrates ou de type financier pour les républicains, et on peut se dire, mais ça c'était vrai il y a 5 ans, c'était vrai il y a 10 ans, c'était vrai il y a 20 ans, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle la crise opioïde, et qu'elle touche des jeunes, des jeunes et des adolescents blancs, des catégories moyennes, des catégories, des classes moyennes et supérieures. Et à partir du moment où ça touche donc ces catégories-là, eh bien tout d'un coup on se dit, mais est-ce qu'on n'est pas trop sévère à propos de la drogue? Est-ce que vraiment il faut mettre en prison des gens parce qu'ils sont... mais on ne s'est jamais posé quand c'était des Afro-Américains ou des Hispaniques qui allaient en prison. Jamais on s'est posé cette question. Et je crois qu'il est fondamental de comprendre que la société est de moins en moins tolérante aujourd'hui, parce que cette intolérance s'applique essentiellement, pas exclusivement, mais essentiellement sur ces populations qui sont précarisées sur le plan économique et qui sont marginalisées sur le plan ethno-racial. Et la preuve en est que si on remonte même en amont de la justice, c'est-à-dire dans le travail de la police, qui souffre aujourd'hui de la généralisation des contrôles d'identité dans le cadre de la loi sécuritaire et auparavant de l'état d'urgence. Qui en souffre? Eh bien, c'est pas moi quand je sors dans le métro, c'est les 3 jeunes que j'ai vus tout à l'heure en venant ici, qui étaient plaqués contre un mur par des policiers qui les insultaient, qui les bousculaient, et moi ça va jamais m'arriver. Moi, je n'aurais jamais à souffrir de cette sévérité, probablement. J'aurais ma chance. Et a priori, j'ai peu de chance. Porter le gilet jaune. Mais c'est intéressant, la situation des gilets jaunes, par exemple, parce qu'il y a des gens qui font l'expérience de quelque chose que d'habitude ne font pas. Bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, on ne peut pas comprendre la sévérité qui concerne la société française, mais qui concerne aussi, bien sûr, la plupart des sociétés occidentales, ce mouvement de sévérité qui remonte à plusieurs décennies, premièrement, est
concomitant avec l'augmentation des inégalités dans nos sociétés, comme l'a montré notamment Thomas Piketty, et deuxièmement, concerne essentiellement les populations qui sont les plus victimes des inégalités. Donc, à mon avis, c'est un élément extrêmement important à comprendre pour à la fois l'intolérance vis-à-vis de petits délits et la tolérance vis-à-vis d'une forme indigne de sanctions. Sur la deuxième question que vous posez, celle qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme autre forme, disons, si on reste dans un modèle prison, hein, eh bien, on peut aller regarder dans d'autres pays. C'est d'ailleurs ce qui a été fait récemment avec le module Respecto qui a été pris de l'Espagne. Et on est allé, et les gens sont allés, j'ai rencontré le directeur de l'établissement pénitentiaire qui avait introduit, je crois que c'était à Mont-de-Marsan, ce nouveau module qui a été ensuite généralisé, je crois aujourd'hui à une dizaine de prisons. Eh bien, généralisé, mais il y a une dizaine de prisons et ça reste toujours une partie mineure dans la prison. Ça reste effectivement, mais en tout cas, cette importation d'un modèle, c'est parce qu'il est allé regarder en Espagne, alors je ne sais pas exactement dans quel contexte, il est allé regarder, il a trouvé que c'était formidable et que c'était même, voilà quelque chose qui était inimaginable en France. Quand on dit les utopies réalistes, qu'on donne la clé aux détenus en maison d'arrêt, bien sûr ça se fait en centre de détention, mais en maison d'arrêt, c'était inimaginable. Mais là encore, ça peut devenir un instrument de contrôle, puisque ceux qui ne respectent pas les règles dans ces conditions retournent en système traditionnel. Donc les surveillants eux-mêmes disent qu'ils ne perdent pas de contrôle sur les détenus dans ces conditions, mais les conditions des détenus sont bien meilleures. Mais en tout cas, si on commence à les regarder dans d'autres pays, eh bien on voit que, par exemple, dans les pays scandinaves, il y a de toute autre façon il ne s'agit pas de les idéaliser non plus, mais il y a des modèles de prison qui sont différents. Il y a des modèles de prison, y compris de prison ouverte. Et là encore, des prisons ouvertes, tout le monde ne peut pas aller dans une prison ouverte, mais il y a une partie importante des gens qui seraient tout à fait capables de comprendre que s'ils sont dans une prison ouverte, ils bénéficient d'énormément d'avantages par rapport à une prison fermée et qu'ils n'ont certainement pas intérêt à s'échapper, hein, à s'évader, parce que les patients seront repris et ils repasseront en centre fermé. Donc il y a vraiment des choses qui peuvent être imaginées, qui peuvent être efficaces, qui peuvent être même plus efficaces parce que ça donne une autorité plus grande finalement au pénitentiaire. Les surveillants disent que dans les modules Respecto, d'après ce que j'ai pu en entendre, disent qu'ils ne sont plus considérés comme des porte-clés, parce qu'ils n'ont plus les clés. Hein. Donc ça revalorise leur métier aussi. Donc, je leur ai demandé, moi je l'ai vu à Longnes, dans le Pas-de-Calais, où ils testaient le module Respecto, et c'était le retour, il y avait des surveillants. Ils étaient contents d'être là, et même en interne, c'est plutôt, ils s'ajoutent des coups pour qui va pouvoir aller bosser dans le module Respecto. Donc je pense qu'il est... il est extrêmement, sinon facile, du moins faisable, premièrement d'imaginer et deuxièmement même de faire accepter, à condition d'avoir le courage de pouvoir expliquer à la population et aussi d'avoir des députés qui acceptent aussi d'avoir ce courage de défendre des projets comme ça. On l'a fait, pareil. On a fait des amendements pour généraliser, vraiment généraliser. Non, je ne parle pas pour vous en particulier, mais je veux dire, il faut une majorité. On l'a fait et on était, plutôt comme on l'a dit au début de nos discussions, assez seuls sur un certain nombre de sujets. Mais je pense qu'après, il y a des... Enfin, moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a premièrement des arguments rhétoriques qu'on peut arriver parfois à faire entendre. Par exemple, moi, c'est ce que... Quand j'ai fait des entretiens avec des journalistes au moment de la sortie du livre Punir, je me disais qu'une des choses qu'il fallait faire sortir dans l'entretien, outre la dimension des inégalités, c'était la dimension de l'inefficacité de la prison. Et du fait qu'on produisait une société moins sûre parce qu'on était plus sévère.
Et ça, je pense qu'un certain nombre de gens peuvent arriver à le comprendre. Je ne dis pas que ça va changer toutes les opinions, mais en tout cas, trouver des arguments trouver des stratégies rhétoriques qui soient efficaces. Et puis la deuxième chose, évidemment, c'est ce que Michel Foucault appelait dans son dernier cours le courage de la vérité. Et ça, c'est pas ce qui est le plus répandu dans les milieux politiques en France, malheureusement. Mais puis, ouais, enfin, mais du coup, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, lié aussi à un combat global sur la lutte contre les inégalités sociales et économiques. Bien sûr. Et que du coup, on renverse aussi un rapport de force global sûr, qui change le rapport à ce qui est tolérable pour tout le monde. On s'attaque à ce qui est criminogène. Et les inégalités, c'est criminogène. Bien sûr. Bien sûr. Bien, merci pour cet échange. échange. Très très large comme champ et très riche. Merci beaucoup. Merci à vous. On est